Bonjour, vous écoutez le podcast Kwibuka, présenté par Dr Jean Damascène Bizimana, ministre dans le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique. Depuis de nombreuses années de recherche, il a collecté et compilé des informations sur des actions ayant mené au génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Dans cet épisode, il vous racontera quel fut le rôle de la gendarmerie dans la préparation et l'exécution du génocide. La gendarmerie rwandaise avait pour mission d'assurer la sécurité publique et de mener les enquêtes préliminaires de police pour identifier les fauteurs de troubles et les déférer devant le parquet pour des poursuites judiciaires légales. Au lieu d'accomplir loyalement cette mission, la gendarmerie rwandaise a été impliquée dans la mise en place d'un système répressif visant les Tutsis ciblés uniquement pour les appartenances ethniques et dans le soutien aux pogroms répandus par des politiciens extrémistes Hutus. Commençons par octobre 1990. Parmi les personnes arrêtées par la gendarmerie rwandaise et faussement accusées de complicité avec le FPR, aucune n'avait de dossier de détention avant d'être placée en prison ou entassée dans des stades de football devenus des lieux d'enfermement. Pour certains détenus, les dossiers ont été complétés plusieurs mois après leur arrestation par les agents du service de renseignement qui les faisaient signer auprès des procureurs et des gendarmes et inspecteurs de la police. À cette époque, le service d'inspection de la police dépendait de la gendarmerie, réputé pour sa pratique de la torture afin d'obtenir des aveux. Ces actes de torture se commettaient essentiellement à la criminologie dirigée par le major Laurent Munyakazi. Des officiers français travaillaient aussi à cette unité sous la direction du lieutenant-colonel Michel Robardet. La triste histoire des Tutsis arrêtés à cette époque et détenus parce que soupçonnés à tort d'être des collaborateurs du FPR est longue. Lorsqu'on lit les dossiers rédigés à l'époque par la gendarmerie rwandaise contre ces personnes, on constate qu'elles sont toutes accusées de complicité avec l'ennemi sans aucune preuve matérielle de culpabilité. Tel fut le cas pour 13 agents de l'imprimerie Sieva qui appartenaient à 6 évaristes. Le service de renseignement a d'abord arrêté Philippe Nyiramihigo, chef du personnel, en l'accusant de tenir des réunions pro-FPR dans son bureau. Ils ont ensuite arrêté 4 autres employés, Théophile Kamanzi, qui dirigeait le service d'imprimerie, Faustin Haganda, qui dirigeait le service commercial, Célestin Rutaisire, qui dirigeait le laboratoire, et Oswald Munyaneza, qui était un agent du service commercial. Toutes ces personnes étaient considérées complices du FPR tout simplement parce qu'elles travaillaient en tant qu'agents Tutsis à l'imprimerie Sieva ou parce qu'elles étaient amies avec Evariste Sissi et autres Tutsis. Ces actes d'accusation figurent tels que nous venons de le dire dans le dossier d'arrestation rédigé par le service de renseignement et fourni à la gendarmerie rwandaise. Le service de renseignement a aussi arrêté des femmes Tutsis qui travaillaient à l'imprimerie Sieva en les accusant faussement d'avoir imprimé des cartes d'identité qu'elles envoyaient au FPR. Les femmes arrêtées étaient les suivantes: Lazia Uwimana, Jeanne Nyirazesa, Marceline Mukamazimaka, Ernestine Mukamurigo, Dativa Mukasekuru et Eugénie Mukanyundo. Ces femmes ont été battues à un point tel que Mukamazimaka en est morte en avril 1991. Mukamurigo a été détenu avec son nourrisson âgé de moins d'1 an. Tous ces Tutsis ont d'abord été détenus et battus à la station de gendarmerie de Gikondo, commandée alors par le lieutenant Barinda, réputé pour sa cruauté. Ils ont ensuite été transférés à la prison centrale de Kigali le 13 octobre 1990. Dans le dossier constitué par le service de renseignement, les accusations contre Mukamazimaka et Mukamurigo mentionnent, je cite, qu'elles ont été employées par l'établissement Sieva pour la contrefaçon de cartes d'identité envoyées aux Inkotanyi. Fin de citation. Le service de renseignement mentionne aussi que la dénonciatrice est Léocadie Mukamana. Fin de citation. Rappelons qu'à cette époque, dans un système où les accusés ne bénéficiaient pas de l'assistance d'un avocat ou d'un conseiller juridique, quiconque haïssait un Tutsi pouvait le dénoncer mensongèrement et être cru par le service de renseignement et de gendarmerie sans aucune preuve tangible. Dans les dossiers de tous les agents de l'imprimerie Sieva qui ont été emprisonnés, il est frappant de constater qu'ils ont été dénoncés par une seule dame, Léocadie Mukamana. Cette dame faisait nécessairement partie des proches du régime car on ne voit pas d'autre raison qui expliquerait comment une seule personne puisse dénoncer mensongèrement plus de 10 agents et qu'ils soient crus et qu'ils soient tous emprisonnés immédiatement sur la base de cette seule preuve verbale. Nous avons pu accéder à quelques listes de personnes interpellées par la gendarmerie au cours de la première semaine d'arrestation des présumés complices du FPR en 1990. Ces listes ne sont pas exhaustives bien sûr, car le nombre de personnes détenues avoisinait les 10 000. Celles que nous avons pu consulter concernent 248 personnes arrêtées par la station de gendarmerie de Nyarugenge,
80 personnes arrêtées par la station de Nyamirambo et 88 arrêtées par la station de gendarmerie de Gikondo. Le chef d'accusation reproduit sur ces listes prouve que ces personnes ont été abusivement arrêtées sans aucun motif sérieux ni aucun indice de culpabilité et qu'elles ont été détenues sous le seul mobile d'être de Tutsi soupçonnées par nature d'être de complices de FPR pour le seul fait de cette appartenance au groupe ethnique Tutsi. Les dossiers de la brigade de gendarmerie de Nyarugenge ont été confectionnés par les gendarmes suivants. Respectivement, le lieutenant-colonel Jean Gainteranya, le major Munyakazi Laurent, le capitaine Hakizimana, le commandant Nzabonimpa, le commandant Matsukwenu Mugabo, le lieutenant Habyarimana, le sous-lieutenant Nkurikiye, le sous-lieutenant Bizumuremyi, Bizimungu, Rusigi et Bikweno, l'adjudant Bukera, le sergent-major Nzamuye, Semahore, Kageme, Nsengimana et Ndikubwimana, ainsi que le sergent Bizimana, Bigirimana et Rukamata. Pour les personnes détenues à la brigade de Nyamirambo, les dossiers ont été confectionnés par le commandant Nzabonimpa, le major Munyakazi et le sergent Hitimana. Certains dossiers mentionnent qu'ils ont été arrêtés par des militaires. Pour la brigade de Gikondo, il s'agit des gendarmes qui ont opéré aux arrestations sont les suivants. Le lieutenant-colonel Ngainteranya, le major Munyakazi, le major Rwarakabije, le commandant Nzabonimpa, le capitaine Hakizimana, le capitaine Habimana, le capitaine Munyawera, le lieutenant Nkurikiye, Barinda, Ntirugiribambe et Ndayisaba, le sous-lieutenant Ngororabanga, Muregwe Bikweno, l'adjudant-chef Ntawitonda, le sergent-major Dukurikizeyezu et le sergent Mudakekwa. Selon les indications portées sur les dossiers, la majorité des personnes interpellées ont été qualifiées de complices du FPR, tout simplement, nous l'avons dit, parce qu'elles étaient Tutsis, ou comme moment de l'arrestation, elles n'avaient pas sur leur carte d'identité ou leur permis de résidence. Il y a aussi des personnes qui ont été considérées comme complices du FPR sur les dénonciations de la population. Parmi tous ces interpellés, 3 seulement ont été en raison d'un chef d'accusation particulier. Le premier est Emmanuel Masengesho qui travaillait à la Banque de Kigali. Il était accusé en complicité avec sa sœur Violette Murunwere qui travaillait à l'Office rwandais d'information d'avoir, soi-disant, collecté de l'argent pour le remettre au FPR. Il est mentionné dans le dossier que cet argent était déposé sur le compte de Masengesho et que les membres des FPR le retiraient dans une banque à Bujumbura. La deuxième personne s'appelait Hamisi Bazoza, qui était chauffeur à l'Onatracom. Il était accusé d'avoir tiré sur le camp militaire de Kigali avec une mitrailleuse à partir de Biryogo, quartier très proche de Sokan. Ces informations auraient été transmises par Kaitare, qui était lui aussi chauffeur à l'Onatracom. Il semble s'agir ici d'une pure délation contre un collègue qui pourrait être dû à un conflit de personnes. La troisième personne accusée était Evariste Karissa, qui travaillait à Electrogaz comme responsable du réseau électrique de la ville de Kigali. Il est mentionné dans son dossier qu'il a été dénoncé par le chef de station de Electrogaz à Kigali, Jonathan Ntirikwendera, et par Augustin Hakizimana, qui était chef de station à Gikondo. Ils ont fabriqué le mensonge selon lequel Karissa avait emporté toutes les clés des cabines d'électricité de Kigali Nord et de Kigali Sud et qu'il avait demandé à ses collègues de lui fournir la cartographie qui renseignait sur toutes les lignes électriques de la capitale Kigali. Quand ils ont refusé de lui donner ces renseignements, il se serait fâché. Ces détracteurs disaient qu'il avait l'objectif de couper le courant qui éclairait le camp militaire de Kigali. Il a été arrêté sur la base de cette seule accusation, fabriquée de toutes pièces qui n'étaient étayées d'aucune preuve matérielle. Entre 1990 et 1994, la gendarmerie rwandaise s'est aussi illustrée en permettant des cas de violence contre des civils, plus particulièrement Tutsis, en toute impunité. Le 9 février 1993, dans son numéro 4, le journal Le Flambeau, proche de l'opposition, a expliqué, photo à l'appui, que les militaires français se battaient aux côtés de l'armée rwandaise contre le FPR dans le nord du pays. Pendant la journée, un gendarme français, le major Courrière, détaché auprès de la police judiciaire de la gendarmerie rwandaise, s'est rendu au siège de la rédaction de ce journal pour harceler violemment les journalistes et leur intimer l'ordre de lui révéler l'identité de la personne qui les avait informés et fournir les photos des Français pris sur le champ des opérations militaires. Le rédacteur en chef du journal, Rangira Adrien, a immédiatement appelé au secours le groupe d'observateurs militaires net de l'Organisation de l'Unité africaine qui est intervenu et a prié le major Courrière de laisser les journalistes faire le travail en toute indépendance et sans aucune entrave. Mais le major français n'en est pas arrêté là. Il s'est rendu au laboratoire photographique Photolab et a accusé 2 de ses employés Tutsis, Rudasingwa Japhet et Byukusenge Anne-Marie, d'avoir fourni les photos en question. Ces employés ont été amenés au bureau de gendarmerie qui était désigné sous le nom de criminologie pour y être battus, torturés. Et ils n'ont été libérés que grâce à l'intervention du comité international de la Croix-Rouge qu'avait alerté les familles.
Précisons que la France avait envoyé au Rwanda des gendarmes français commandés par le colonel Michel Robardet, chargés notamment d'utiliser la technologie informatique pour dresser la liste des complices présumés du FPR, tout en mentionnant les retenus. Ces listes ont été ultérieurement utilisées par les tueurs pendant le génocide en 1994. Le 22 novembre 1992, 43 habitants de la cellule de Nyakabanda à Kigali ont adressé une lettre au Premier ministre pour alerter sur les massacres commis par les partisans du MRND et de la CDR dans cette cellule. Cette lettre décrivait les persécutions dont étaient victimes depuis des mois les Tutsis et les Hutus des partis d'opposition. Elle signalait que depuis juillet 1992, de nombreux actes de cette nature avaient été perpétrés par une section des Interahamwe surnommée Inyange de Remera, Inyange za Remera. La lettre indiquait enfin que le pouvoir laissait faire les tueurs parce que même lorsqu'ils étaient arrêtés, la gendarmerie ne les détenait pas longtemps. Voici quelques extraits de cette lettre. Je cite. Un peu de mots. Nous voudrions porter à votre connaissance, Excellence le Premier ministre, les horreurs que ces Inyange commettent contre la population de la cellule de Nyakabanda depuis juillet. Le 27 septembre 1992, les Interahamwe ont lancé une attaque contre le nommé Ngoga, Siriake Muniga-Ntama et Rukia Urayeneza. Ils ont vandalisé les domiciles parce qu'ils sont Tutsis. 9 locataires des maisons appartenant à Ngoboka ont été pourchassés sous prétexte qu'ils étaient hébergés par un complice du FPR. Le 28 septembre 1992, un Interahamwe appelé Paul Zikanga, instructeur des Inyange, a été arrêté avec une grenade au moment où il était dans un bistrot dans lequel il avait clamé maintes fois que les habitants de la cellule de Nyakabanda ne comprenaient que le langage de la grenade. Il a été arrêté par les gendarmes de la brigade de Remera, mais quelques jours plus tard, il a été tout simplement relâché. Il continue à troubler la sécurité, on ne le punit pas. Le 22 octobre 1992, les Interahamwe commandés par Bernard Dusingizemungu ont saccagé les maisons de Bazirisa, Eliane Mukankusi, Ambroise Agent la douane, Bernard Sinome Mirenge, Boniface Zabatunga, Claude Micheline. Après cet acte de vandalisme, ils ont été chassés de leur domicile. Ces Interahamwe ont précisé qu'ils étaient victimes de leur appartenance ethnique Tutsi et régionale Sud. Le 4 novembre 1992, les Interahamwe ont détruit les maisons de Nathalie Mukamurera, Solange Nyirabahima, Philomène Mukakimenyi, Donatille Mukamurera et Maniraguha. Ils les ont pillés et ces 5 personnes ont été chassées de leur domicile. Lorsque le commandant de ces Inyange, Aloys Nyirabatware, s'est rendu compte qu'il était honni par la population, même s'il jouissait de l'impunité, il a par stratégie prêté des Inyange à Thomas Kabonabake, journaliste à l'écho de Mirikorine, qui était déterminé à provoquer des troubles et à verser le sang des opposants politiques. Thomas Kabonabake a la capacité de nuire. Comme il le clame tout haut, il dispose de 80 Interahamwe et il suffit d'un seul coup de sifflet pour les attraper. Imaginez quelqu'un qui héberge et nourrit chez lui plus de 10 Interahamwe majoritairement composés de bandits, alors que lui-même n'a pas d'emploi reconnu et que son soi-disant journal est invendable. Actuellement, ces Interahamwe ont érigé une barrière sur la route devant chez lui. Depuis 18 heures, ils demandent les papiers aux passants qu'ils dépouillent de tout ce qu'ils ont sur eux. Nous voudrions vous relater en peu de mots quelques actes répréhensibles commis par lui. Le 26 octobre 1992 au soir, son épouse Judith Kawera a cherché querelle à son voisin Anter Nyirimana qu'elle a accablé d'injures. Elle a menacé de lancer contre lui une attaque d'Interahamwe. Après quelques minutes, elle a effectivement amené des Interahamwe qui ont voulu provoquer des troubles, mais personne n'a réagi à leur provocation. Le 27 octobre 1992, sous la conduite de l'épouse de Kabonabake, les Interahamwe ont attaqué une veuve, sa voisine Sada, qui gère une boutique tout près. Ils l'ont terrorisée afin qu'elle déloge de ses lieux. Pour la convaincre du sérieux de leurs menaces, ils ont poignardé son employé au barbecue et l'ont abandonné agonisant. Tout ceci confirme les menaces que Kabonabake n'a cessé de répéter. Nous avons minutieusement examiné ce problème. Nous avons constaté qu'il est complexe, car chaque fois que la commune a essayé de le résoudre, le parquet et la gendarmerie se sont mêlés. En ce qui concerne la gendarmerie, nous pensons que le problème est dû à l'attitude du commandement de la compagnie territoriale et de la brigade de Kicukiro. Les commandants disent publiquement qu'ils n'arrêteront jamais les Interahamwe. En effet, quand vous mènerez une enquête sur ces troubles, vous constaterez qu'aucun Interahamwe n'a jamais été appréhendé pour les actes qu'il a commis en dépit de la présence de gendarmes qui font la patrouille jour et nuit. Si vous constatez que nous disons des mensonges, nous sommes disposés à vous présenter nos excuses. Si nous revenons sur le fonctionnement de la commune, nous savons très bien qu'elle a arrêté beaucoup de gens qu'elle mettait à la disposition du parquet. Toutefois, le lendemain, celui-ci le relâchait et il revenait poursuivre les actes criminels. Parmi ces malfaiteurs, nous citons Vovo alias Zairwa, Ukundayezu alias Tencel, Paul Zikanga, Nsengimana, Claude Karisa alias Ajidan,
Madeleine Uwamahoro alias Kabua, André Habyarimana alias Yayu, Jean de Dieu Kagabo alias Colonel Braddock, Gatabazi et bien d'autres. Nous n'oublions pas de vous signaler que le dossier de Kabo Nabake et de son épouse est dans les mains du parquet, mais rien n'avance. Nous ne comprenons pas pourquoi ils ne sont pas arrêtés et détenus car ils menacent chaque jour la sécurité de la population. Le 13 novembre 1992, Kabo Nabake en personne a fait tuer le premier sergent-major Balthazar Munyampanzi par l'intermédiaire d'une unité de la garde présidentielle commandée par le lieutenant Turatsinze, au vu et aussi de tout le monde. Fin de citation. De pareils cas, exprimés dans une lettre rédigée par les habitants d'une seule cellule de la ville de Kigali, illustrent l'ampleur des violences, du terrorisme et des massacres commis par les Interahamwe avec l'appui des instances de gendarmerie qui, normalement, devaient assurer la paix et la sécurité des civils. Le 4 septembre 1992, les massacres qui sont commis dans la commune de Kicukiro ont donné lieu à une réunion de la haute hiérarchie de la gendarmerie du Rwanda, dirigée par le général Nderimana. Les personnalités suivantes y participaient. Le bourgmestre de Kicukiro, Evariste Gasamagera, le major Jean-Marie Vianney Nzapfakumunsi, commandant de la gendarmerie de la ville de Kigali, le major Innocent Bavugamenshi, commandant de la compagnie quartier général, le commandant Pierre Claver Karangwa, chargé de renseignement à la gendarmerie, le capitaine Ildefonse Mugiraneza, officier de renseignement à la gendarmerie, le lieutenant Vincent Karekezi, commandant du peloton d'intervention et de discipline, le lieutenant Léon Hozayo, officier et rapporteur de la réunion. La réunion a admis que l'insécurité prévalait dans la commune de Kicukiro et que les assassinats commis avec des armes étaient très fréquents, surtout dans les quartiers de Gatenga, Gikondo, Kicukiro Centre, près de Roprovia et Zinia. Parmi les malfaiteurs, il a été constaté que certains portaient la tenue militaire, en particulier à Gikondo. Le bourgmestre a révélé que le commandant était le nommé Mhangare, mais il n'a pas expliqué pourquoi il n'a pas été arrêté et détenu alors qu'il était bien identifié. En mars 1992, des massacres visant les Tutsis ont été commis dans la commune d'Ombogo, située dans la préfecture de Kigali rural. À cette époque, on a pu identifier 19 Tutsis tués. Plusieurs Tutsis d'Ombogo, secteur de Ruhanya, cellule de Bukoro, ont par ailleurs dû fuir leurs biens. Ceux qui en avaient des moyens se sont réfugiés à Kigali, les autres sont rentrés chez eux en vivant sous la menace quotidienne de leurs agresseurs. En 1993, les massacres ont repris dans la même région entre le 21 et 28 février 1993. Des Tutsis des secteurs de Ruhanya et Mbogo ont été victimes d'exactions et 18 personnes ont péri. Au cours des nuits de 25, 26 et 27 février 1993, la famille d'Ivier Gatanazi a été attaquée. 8 personnes ont été brûlées vives dans leur maison. Seulement des enfants en sont rescapés, Antoine Kabanda et sa sœur Venancy Gasengaire. Les victimes furent Michel Gatanazi, un vieux de 80 ans, Charlotte Kabanyana, épouse d'Antoine Kabanda, Agnès Gatanazi Kamurenzi, âgée de 74 ans, Tarsis Niringimana, Félix Nibizi, âgé de 6 ans, Olive Nyirahene, petite fille de Gatanazi, Jacques Tuizere et Beata Uingabire. Après le massacre de la famille à Gatanazi, le bourgmestre de la commune d'Ombogo, Vincent Tuizeyimana, a été informé, mais il ne s'est jamais rendu sur le lieu du massacre pour faire énumérer les victimes. Même les voisins ont laissé les corps se décomposer à l'air libre. Le conseiller du secteur et le responsable de la cellule ne se sont pas davantage émis de cette barbarie. Alertés par les associations de défense des droits de l'homme et les journalistes qui étaient allés enquêter sur ce massacre, les corps ont été inhumés par d'autres Tutsis venus de Shyorongi où ils s'étaient réfugiés. À part la famille de Gatanazi de la commune Mbogo, d'autres Tutsis ont été tués dans la nuit du 1er au 2 mars 1993. Les victimes étaient l'épouse de Jean Habimana, Catherine Mukamana, son enfant Mugana Jabo, âgé de 4 ans, son nourrisson Dayambaje, âgé de 9 mois, Nyirabandi, 62 ans, Uzayisenga, fille de Habimana, née en 1958, Donata Musabyimana, sœur de Habimana, et Mushatsi, fils de Habimana, né en 1986. Le seul rescapé de cette famille est le fils de Habimana, né en 1990. Il avait été grièvement brûlé et blessé. Après ces massacres, 393 personnes originaires de la préfecture de Kigali ont adressé une lettre au président Habyarimana pour le supplier de protéger la population menacée. Elles ont également informé de ce que les autorités communales et militaires avaient pris part à ces massacres et que rien n'avait été fait pour rétablir la sécurité. L'année 1992 fut également dramatique pour les Tutsis de la préfecture de Kibuye, en particulier ceux des communes de Rwamatamu et Gishita. Les troubles ont débuté le 20 août 1992 et ont duré une semaine. Les secteurs qui ont été particulièrement touchés sont Ngoma, Membe, Mara et Marangara Gishita, Nyagahinga, Mugozi, Rwabisindu, Butembo et Gitsindwe à Rwamatamu. 500 maisons ont été incendiées, plus de 5000 personnes se sont réfugiées à la paroisse de Mubuga, de Kibingo et au bureau communal de Rwamatamu.
Les organes judiciaires ont manqué à leur obligation de poursuivre les auteurs, comme le révèle un télégramme confidentiel du 24 août 1992 transmis au Premier ministre par le directeur général du service de renseignement interne, le docteur Augustin Yamuremye. Ce télégramme était destiné au ministre de la Justice et dénonçait les dysfonctionnements du parquet de Kibuye qui ne poursuivait pas les auteurs des exactions commises dans la commune de Djishita à Kibuye. Le docteur Yamuremye a indiqué qu'un faible nombre de personnes avaient été arrêtées et placées en détention provisoire, mais que celles-ci avaient été relâchées dans la mesure où le procureur n'avait pas établi le dossier dans les délais prévus par la loi. Un tel constat témoigne de la mauvaise volonté du procureur qui ne voulait pas poursuivre les fauteurs de troubles. Comme il apparaît également dans une note du 11 février 1991 établie par le responsable du service de renseignement de Kibuye, Didas Dushimiyimana, les massacres de Tutsi à Kibuye en 1992 ont été planifiés depuis 1991. Dans cette note, en effet, Dushimiyimana relate qu'une réunion de sécurité s'est tenue le 11 février 1991 et que les habitants de Gisenyi provoquaient d'attaquer les Tutsis de Kibuye comme ils l'avaient fait à Gisenyi. Il mentionne en outre que dans cette réunion, le préfet de la préfecture de Kibuye avait déclaré que le président Museveni avait l'intention d'annexer le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda et le Burundi pour en faire un royaume Hima. Didas Dushimiyimana concluait sa note en précisant que les participants à la réunion avaient décidé de distribuer des armes au sein de la population des communes jouxtant le lac Kivu. Les Hutus de Gisenyi se préparaient même à lancer une expédition à Kibuye. Ces derniers avaient d'ailleurs déclaré, je cite, que les Tutsis du Burundi sont plus courageux que les Hutus de Kibuye. Fin de citation. En d'autres termes, les Hutus de Kibuye étaient à l'érigier des félons car sinon ils auraient éliminé les Tutsis. L'ampleur des massacres contre les Tutsis à Kibuye en 1992 a été discutée par les hautes instances de la gendarmerie nationale à l'occasion de différentes réunions. Un procès verbal de la réunion du 29 août 1992 qui s'est tenu à l'état-major de la gendarmerie rwandaise avec les participants suivants, Major Paul Rwarakabije, G3 à l'état-major de la gendarmerie, commandant Pierre Claver Karangwa, G2, capitaine François Nkurikiye, G1, capitaine Jérôme Ngendahimana, officier à G3, capitaine Défense Mugiraneza, officier G2, lieutenant Léon Mozayo, officier G1, lieutenant Espérance Mukamusonera, gestionnaire à la gendarmerie, et le sous-lieutenant Mathias Sabimana, qui était chef du service de secrétariat à la gendarmerie, rapporteur de cette même réunion. L'ordre du jour de cette réunion avait un seul objet, relatif à la situation sécuritaire de la préfecture de Kibuye. Il a été reconnu au cours de cette réunion que des massacres à grande échelle avaient été commis dans les communes de Djishita et Rwamatamu et qu'un climat de tension régnait au sein de la population des communes de Gisovu et Gitesi. La réunion a aussi rappelé que le 27 août 1992, le Premier ministre avait visité en compagnie de deux chefs d'état-major, celui de la gendarmerie, les communes de Djishita et Rwamatamu, et qu'ils avaient constaté que de nombreuses personnes avaient fui les domiciles. Ils ont alors tenu une réunion avec la population et ont décidé d'instaurer une commission ad hoc chargée de mettre en lumière l'origine de ces actes de violence ainsi que les auteurs. Le chef d'état-major de la gendarmerie a annoncé aux participants que, suivant ce qu'il avait constaté sur place, ces troubles pouvaient avoir deux causes principales. Je cite 1. Que, suite à l'amnistie décrétée par le président de la République, plusieurs bandits avaient été relâchés et les détenus qui collaboraient avec le FPR s'étaient éparpillés partout dans la population. Il rencontrait au quotidien la jeunesse des partis politiques, surtout celle du MDR. Pour lui, fin de citation. Pour lui donc, c'était tout ce monde qui provoquait l'insécurité et qui était manipulé par le FPR soi-disant. Ces personnes étaient assistées par les Tutsis du parti libéral, disait-il, afin de mieux s'infiltrer dans le milieu. Ils provoqueraient des troubles et s'enfuiraient de sorte que les actes de légitime défense commis par les Hutus étaient les seuls à être vus et condamnés, a dit le général Ndimana. Tout cela visait, selon le général, à faire échouer les accords de paix. La seconde cause, selon ce même général, résidait dans des manœuvres, dit-il, de Hutus et de Tutsis extrémistes qui avaient leurs intérêts dans ces troubles. En fait, les paroles du général Ndimana attribuant ainsi les problèmes de sécurité et les exactions commises dans les communes de Djishita et Rwamatamu à des innocents, c'est-à-dire aux Tutsis et aux Hutus qui ne soutenaient pas le plan de massacre, indique qu'ils étaient légitimés par la gendarmerie rwandaise et autres autorités. Dans le rapport de cette visite du 1er septembre 1992, signé par Ndimana en personne, un passage signale l'un des meneurs ayant appelé les Hutus à tuer les Tutsis dans ces communes était le commandant de la gendarmerie de Kibuye, d'alors le lieutenant Bizumuremyi. Ce gendarme avait déjà été dénoncé par les organisations non gouvernementales rwandaises de défense des droits de l'homme et par le Parti libéral, et la question de son comportement criminel avait même été débattue au Conseil des ministres.
Le général Ndimana a opté pour la dissimulation des actes de son lieutenant en prenant la décision de l'omiter, ainsi que les autres gendarmes qui avaient des attitudes similaires criminelles. À Kibuye, le lieutenant Bizumuremyi a donc été remplacé par le commandant Haguma. Il a été ramené à Kigali, puis transféré à Gisenyi pour collaborer avec le lieutenant-colonel Anatole Nsengiyumva. Le rapport du 1er septembre 1992, effectué par la gendarmerie sur les dommages causés par ces troubles, indique également que 8 maisons avaient été incendiées à Rwamatamu le 8 août 1992 et que 500 familles Tutsi s'étaient réfugiées à la paroisse de Mubuga, dans la commune de Gishita. Ces réfugiés craignaient encore de regagner leur domicile de peur d'être de nouveau attaqués par les Hutus. Le rapport allait même jusqu'à faire porter la responsabilité aux victimes en disant, de facto, on voit que ces Tutsis ne veulent plus cohabiter avec les Hutus. Autrement dit, la responsabilité de la criminalité est infligée aux victimes, c'est-à-dire les Tutsis. 5 associations rwandaises non gouvernementales de défense des droits de l'homme, ADR, AVP, ARDO, Kanyarwanda et Ricredor, ont pu se rendre à Kibuye à cette époque. Et ils ont déclaré dans leur rapport que les tueries avaient atteint une grande ampleur. Lorsqu'ils sont arrivés à la paroisse de Mubuga et de Kibingo et au bureau communal de Rwamatamu, ils y ont trouvé plus de 5000 Tutsis déplacés, alors que la gendarmerie les avait déclaré qu'il n'y avait que 500 personnes. Ces personnes vivaient, indiquent les associations, dans des conditions pitoyables et atroces. Les rapports notent que les autorités de la commune et de la préfecture n'ont rien fait pour mettre un terme aux exactions et poursuivre les auteurs. Au lieu de se préoccuper de la sécurité des victimes, que ce soit le préfet Clément Kaishema qui dirigeait la préfecture de Kibuye, les services de sécurité aux autorités communales, tous contraignaient les Tutsis à rentrer chez eux, alors qu'il n'y avait aucune mesure pour assurer leur sécurité et que la plupart des maisons, de leurs maisons, avaient été détruites tout pied. Les associations de défense des droits de l'homme ont surtout été stupéfaites de constater que les gendarmes et les militaires recherchaient les fauteurs de troubles parmi les Tutsis. Et ils ont publié les noms de quelques Tutsis arrêtés par les autorités et qui ont été détenus dans des lieux inconnus. Il s'agissait de Innocent Gasasira, Sebushoki, Mugambira, Kanamugire et Ngirishuti. Ces associations ont déclaré que le massacre de Kibuye était identique à ce qui avait été commis dans les autres régions du pays, comme Kibirira, Omutara, Anasho, Abigogwe, Murambi, Bugesera et Mbogo. Les associations réaffirmaient que dans toutes ces régions, les pogroms avaient été commis sous le couvert des autorités politiques et militaires. Ces associations ont conclu les rapports en recommandant la poursuite, l'arrestation et des sanctions exemplaires à l'encontre des autorités responsables. Celles contre lesquelles elles exigeaient des poursuites judiciaires étaient les suivantes. Emmanuel Bagambiki, qui était le préfet de Cyangugu, accusé d'avoir commis des massacres au Bugesera lorsqu'il était préfet de Kigali-Rural. Faustin Sekagina, sous-préfet de Kanazi à l'époque des massacres au Bugesera. Fidèle Rwambuka, bourgmestre de la commune de Kanzenze, membre du comité central du MRND. Jean-Baptiste Gatete, bourgmestre de la commune de Murambi. Juvenal Kajerigeri, bourgmestre de la commune de Mukingo. Et Ferdinand Nahimana, qui était directeur général de l'Office rwandais d'information. Ces associations des droits de l'homme déclaraient que la restauration de la paix était impossible à Kibuye aussi longtemps que les responsables des troubles seraient maintenus à leur poste, en l'occurrence le préfet Kaishema et le bourgmestre de Gishita Simeon Ntamatungiro. Aucune de ces autorités n'a cependant été poursuivie. Elles ont été maintenues dans leur poste jusqu'au génocide de 1994, au cours duquel elles se sont sinistrement illustrées. En 1992 et 1993, la commune de Shyorongi de la préfecture de Kigali-Rural a été à son tour en proie à des massacres de Tutsis, pilotés par les autorités du MRND sous la houlette du bourgmestre Alexandre Hitimana. Ce dernier assurait la distribution d'armes et de munitions. Il transportait les tueurs dans le véhicule communal escorté par des militaires et des gendarmes en tenue civile. Une expédition des milices Interahamwe Mpuzamugambi du MRND-SDR a notamment eu lieu le 15 novembre 1992 dans cette commune. Leur chef de file comptait parmi les hautes autorités du MRND, dont le député Bonaventure Habimana, ancien secrétaire général du MRND, le ministre de l'Intérieur et du Développement communal Faustin Munyazesa et le préfet de Kigali Kome Bizimungu. Les Interahamwe de Shyorongi ont été appuyés par ceux qui venaient de Kigali, Remera, et qui étaient conduites par le beau-frère du président Habyarimana, Aloys Ngirabatware. Au cours de cette expédition, de nombreux Tutsis ont été tués, dont des femmes et des enfants, et les maisons des Hutus de l'opposition ont été mises à sac. Environ 500 personnes se sont restées sans abri. Cette tuerie semblait mettre en exécution le contenu du discours d'Oreo Mugesera prononcé à Kabaya le 22 novembre 1992 et celui du président Habyarimana prononcé le 15 novembre 1992 à Ruhengeri. Léo Mugesera avait exigé publiquement l'extermination des Tutsis qu'il considérait comme des complices du FPR. Il avait ainsi déclaré, je cite, « Pourquoi ces parents qui ont envoyé leurs enfants ne sont pas arrêtés et exterminés ?»
Pourquoi on n'arrête pas et on n'extermine pas tous ceux-là qui les escortent? Vraiment, vous attendez qu'ils viennent nous exterminer? Concluait-il. Le président Habyarimana avait prononcé un discours similaire à Ruhengeri en dénigrant le protocole d'Arusha qui prévoyait la fusion des forces armées du FPR et celle du gouvernement. Il a déclaré qu'au moment venu, il mobiliserait ses Interahamwe. Les massacres de Shyorongi ont été examinés dans une réunion de haut niveau par l'état-major de la gendarmerie nationale le 25 novembre 1992. La réunion était dirigée par le colonel Augustin Ndindirimana, chef d'état-major de la gendarmerie, et comprenait 14 officiers gendarmes suivants. Le major Paul Rwarakabije, G3, état-major de la gendarmerie nationale, major François Muhirwa, chef du centre de recherche criminelle et de documentation, criminologie, major Jean-Marie Vianney Nzapfakumunsi, commandant du groupement de Kigali, commandant Pierre Claver Karangwa, G2, état-major de la gendarmerie nationale, capitaine Leandre Ndererimana, commandant de la compagnie de terre de Nyarugenge, lieutenant Bunani, commandant de la compagnie de terre de Kicukiro, lieutenant Jean Dodier Mugabo, commandant de la compagnie de terre de Kakiru, sous-lieutenant Mathias Nsabimana, de l'état-major de la gendarmerie nationale, qui était rapporteur. Il y avait aussi le sous-lieutenant élève Vuningoma, de la compagnie de terre de Nyamirambo, l'adjudant-chef Mugiraneza, qui commandait la brigade de Nyarugenge, l'adjudant-chef Wenceslas Nsanzabaganwa, commandant de la brigade de Kicukiro, l'appelé Kabera, commandant de la brigade de Remera, l'appelé Rudahunga, commandant de la brigade de Gikondo, l'appelé Sebazungu, commandant de la brigade de Nyamirambo. La réunion a reconnu que de nombreux actes de violence et assassinats avaient été commis. Le service chargé de la sécurité ne collaborait ni pour les combattre, ni pour arrêter les auteurs et faciliter les poursuites. Le procès verbal de la réunion relate que le parquet de Kigali relâchait les personnes qui avaient été arrêtées pour avoir commis des meurtres ou pris part au massacre. Il livrait les notes des Interahamwe redoutables, Joseph Setiba, responsable des Interahamwe de la commune de Shyorongi, et Katumba, qui commandait les Impuzamugambi de la CDR de la ville de Kigali. Le rapport notait que ces personnes commettaient des meurtres, mais qu'une fois arrêtées, elles étaient aussitôt relâchées par le parquet. Le procès verbal indique que l'origine des massacres de Shyorongi était la mort du président de la jeunesse du MRND tué par les jeunes du MDR. Cela avait provoqué un rassemblement d'Interahamwe qui étaient partis se venger. Le même procès verbal révèle que plusieurs assassinats commis dans la ville de Kigali et ses environs étaient attribuables aux miliciens Interahamwe et Impuzamugambi. Tous ces meurtres sont restés impunis par la gendarmerie rwandaise qui en avait la responsabilité, alors que les auteurs étaient clairement identifiés. Cette situation a été évoquée souvent au cours des réunions de l'état-major de la gendarmerie. L'absence de réaction des hautes autorités du pays constitue une preuve de leur implication. Dans presque tous ces cas, les chefs militaires et gendarmes étaient même impliqués, comme le révèle un communiqué du MDR du 15 janvier 1993 qui rapportait que le colonel Bagosora, en concertation avec le colonel Pierre Célestin Rwagafirita, chef d'état-major adjoint de la gendarmerie rwandaise, ont mis sur pied un plan en vue de commettre des massacres dans la préfecture de Kibungo. Le communiqué était ainsi libéré, je cite, « On vient d'en faire un bain de larmes en obstruant les routes, en persécutant des gens pour trouver un prétexte de massacrer les Tutsis et les membres des partis d'opposition. » Fin de citation. Suivez le reste de nos vidéos et n'oubliez pas de les partager.